Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Écoutez, on est rendu. C'est une dernière et ultime rencontre sous forme de podcast. Bienvenue à votre dernier épisode. Ce sera la dernière fois là, que vous écouterez. Peut-être il y aura d'autres cours, mais c'est plutôt rare, je dirais, un podcast d'accompagnement dans un cours. J'espère que vous avez aimé la formule. J'espère que ça vous a aidé un peu à apprendre, hein, pourquoi pas. Puis j'espère que ça vous a aidé un petit peu à diversifier votre étude, votre façon d'aborder les thèmes du cours. J'espère que ça vous a aidé à justement comprendre peut-être mieux ou différemment les concepts du cours. Puis j'espère que ça vous aidera à avoir une meilleure note parce que ça aussi, ça fait partie des enjeux. J'espère que ça vous a permis de sentir ce sentiment de proximité ou de collégialité avec votre prof. C'est pour ça aussi que je fais ça, là, surtout dans un cours où il y en a plusieurs que je vois rarement en classe, donc créer ce lien-là. Il y en a que je connais pas le visage, que je connais un peu le nom, là, mais je vous ai parlé là où tu étais, puis j'espère que ça a permis de créer cette vraie relation avec un professeur. C'est ce qu'on tente dans un cours universitaire, du moins c'est ce que je tente, essayer de créer ce lien intellectuel, humain, pédagogique, c'est sûr, mais c'est tout ça qu'on essaie de créer d'un seul souffle, une vraie relation entre un prof et des étudiants. Puis avec le nombre, parfois c'est un peu plus compliqué. J'espère que ça a permis de vous rapprocher un peu de votre professeur. Je fais tout ça là, avec beaucoup d'humilité. Là. Je sais que ça a des limitations, mais j'espère que ça a un petit peu contribué à rendre votre cours le plus agréable possible et surtout le plus pertinent possible. Écoutez, attention, alerte rouge. Là, c'est un vrai alerte rouge. Là. On est rendu, le TP2, c'est ce week-end. Donc, ce dimanche, d'ici 23h59, ce dimanche, il va falloir avoir déposé votre TP2. Il y en a quelques-uns là, qui me demandent des rétroactions, mais grosse semaine pour moi cette semaine. Ça se peut que ça soit vraiment compliqué pour moi à partir de maintenant de faire de vous donner des rétroactions. Puis je m'en excuse à l'avance. Je suis certain que vous comprenez, mais voilà, pour vous, là, le délai, on est rendu là. Ça fait plusieurs semaines là, que je vous dis, il vous reste 2 samedis, 3 samedis, 4 samedis. Là, il ne reste plus de samedis. C'est là que ça se passe. Alerte rouge aussi pour votre examen final. Rappelons-le, là, l'examen final, il vaut beaucoup de points et pour vous, ce sera le 22 avril. Donc, c'est encore dans 2 semaines, mais quand même, là, ça s'en vient. L'examen va se faire en soirée, donc déjà prévoyez tout ça là, de 18h30 à 20h30. Ce sera au Deconinck 1157, en fait, pour ceux qui sont venus en classe. Là, c'est le local qui est tout juste en dessous, un peu plus grand. Puis on se verra là pour l'examen. Donc, c'est le moment là, pour vous d'intensifier vos séances d'études, de terminer peut-être vos dernières évaluations formatives. Consulter, reconsulter le contenu des derniers modules, écouter peut-être les épisodes du podcast que vous avez peut-être manqué ou replonger dans certaines parties des enregistrements de cours là, pour vous, là, ça s'en vient très bientôt. OK, cette semaine, c'est le module 12, c'est notre dernier module. Dans ce module, ce que je vous ai gardé, c'est un module qui est un petit peu récapitulatif, là, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de faire une critique en règle du système professionnel. Ce que je vous propose, c'est d'explorer, je dirais, les arguments les plus convaincants pour vous convaincre de la pertinence de ce système professionnel, mais aussi de prendre le temps de formuler quelques critiques à l'endroit du système. Vous l'avez vu tout au long de la session, là, ce système professionnel avec ses failles et ses limites. C'est le moment là, de faire un bilan. C'est quoi les failles? C'est quoi les limites? C'est quoi ses forces? Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer d'améliorer
ce système, c'est quoi un ordre, à quoi ça sert. Je dirais que c'est ce qui vous attend dans ce dernier et ultime module, là. Une révision sous forme d'analyse critique du système professionnel qui sera bientôt le vôtre. Et ce sera aussi la fin du cours, puis la question principale qui a traversé le cours et qui devrait maintenant être mieux maîtrisée, c'est la question suivante. C'est quoi le système professionnel? Hein? À quoi ça sert? Je sais avant ce cours, peut-être, vos connaissances étaient limitées à propos de ce système, mais maintenant, vous devriez un peu mieux le connaître, être capable de mieux répondre à cette question. Puis non, un ordre professionnel, c'est pas un syndicat, là, je le sais. Pour une compréhension naïve du système professionnel, là, il y en a plusieurs qui confondent syndicat et ordre professionnel. Maintenant, vous le savez, là, les ordres professionnels, c'est pas des organisations qui sont là pour protéger les intérêts des membres, là, pour négocier avec l'employeur des conditions de travail. Là, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans un rôle et une fonction sociale, celle et celui de protéger le public. Donc, ne faites plus cette erreur, là, cette confusion naïve. Il faudra un jour en sortir. Vous le savez, maintenant, le système professionnel a des forces indéniables, mais aussi certaines failles. Puis, je le disais, ce module, ça va vous permettre de synthétiser tout ça. Je vous propose de commencer peut-être par les failles, les critiques. Il faut commencer par là. On finira par le côté plus clair de la force, mais commençons par le côté obscur. Je pense qu'il faut, à la fin du cours, prendre le temps d'avoir un regard objectif et critique sur ce système. Il y a plusieurs critiques que vous avez peut-être identifiées en cours de route pendant cette session. Puis, cette partie-là du module 12 vous permettra de synthétiser tout ça. Donc, commençons peut-être avec quelques failles et problèmes structurels, je dirais. Non, ça coûte pas trop cher. Je sais qu'il y en a plusieurs quand je demande de critiquer le système professionnel, ils me disent les cotisations, ça coûte trop cher. En fait, c'est une critique qui pourrait être recevable à la condition que ça sert à rien de payer ces cotisations. Mais maintenant, vous le voyez un peu à quoi ça sert, ces cotisations-là. Donc, c'est là, c'est en place pour maintenir à flot le système professionnel, pour être sûr qu'il ait les ressources nécessaires pour défendre le public. Donc, pour celles et ceux qui seraient tentés de dire le système professionnel, une des principales critiques, c'est que ça coûte trop cher, ces cotisations. Il faut au moins l'accompagner de « ça coûte trop cher pour ce qu'on a ». Ça serait une critique qui est recevable, mais ça coûte trop cher. Il faut voir toutes les responsabilités, le rôle d'un ordre professionnel. Vous allez voir que ces cotisations-là, ça pourrait être utilisé à très bon escient. Non, les principales failles du système professionnel que je vous demande de colliger, sinon d'apprendre ici, c'est des failles que j'ai identifiées à l'aide du texte de Marc S. Frankel. Donc, c'est un texte que j'ai mis à l'étude et à la lecture de ce dernier module. Le texte s'appelle Professional Codes, Why, How and With What Impact. Très beau texte que j'ai déjà traduit le texte pour vous. J'ai fait une principale analyse du texte. Je vous explique le contenu déjà dans ce podcast, puis on va repasser à travers le contenu demain en classe. Donc, commençons par les failles identifiées notamment dans ce texte. La première faille, c'est, je l'appellerais la faille du conservatisme. C'est-à-dire qu'une critique qu'on peut adresser à ce système, c'est qu'il change peu ou qu'il est très difficile à faire évoluer. Hein. C'est un système qui est parfois lourd, un peu figé dans le temps. Si on regarde la loi sur les ingénieurs, elle vient tout juste d'être modifiée. Écoutez, ça faisait 30 ans qu'on proposait des refontes parce qu'en 30 ans, la profession a changé. Là. Donc, on voulait faire des modifications, des ajustements, une refonte pour au moins
la redynamiser et l'adapter à son nouveau contexte. Mais voilà, on a réussi à l'abroger tout récemment, puis en même temps, il y a plusieurs modifications qui ont été refusées. Tout le volet là, d'intégration de la fonction informatique. Donc, pour celles et ceux qui se dirigent vers la profession, mais dans le domaine de l'informatique, tout le domaine informatique a été abrogé, refusé dans la nouvelle loi sur les ingénieurs. Donc, vous ne trouverez pas encore des traces de l'informatique dans cette loi-là. Bon, c'est sûr qu'elle est assez englobante pour englober justement le champ de l'informatique, mais en même temps, ça aurait été le fun et pertinent, sinon rigoureux, d'intégrer tout ça. Donc, un système qui est lent, qui change peu, qui est difficile à faire changer. Je pense qu'il faut imaginer un gros paquebot, là. Puis un paquebot, quand on essaie de le faire dévier un peu de sa course, là, ça prend des kilomètres pour lui donner une nouvelle orientation. Puis imaginez, si on essaie de le faire un demi-tour, ben, bonne chance, là, ça prend des ressources et du temps. Là, ça prend des ressources énormes pour faire ce genre de basculement. Donc voilà la première critique. Un système qui est en place, mais qui est lent, qui est structurellement lourd, puis qui a une force d'inertie forte, puis qui lui donne une certaine forme de stabilité. Là, on y reviendra, puisque ça peut devenir une force aussi, là, cette force stabilisatrice. On y reviendra un peu plus tard, mais disons comme première critique, gardons celle d'un système qui est lourd, qui est conservateur. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile de faire changer un système qui est à ce point lourd et structurellement bien ancré. La deuxième critique, je dirais intellectualisme. C'est comme ça que je la nomme et que je la nommerai. C'est l'idée que ce système professionnel, curieusement, il ne semble pas intéresser ses principaux destinataires. Et par principaux destinataires, je parle de toi. Ça t'intéresse pas, le système professionnel. Écoute, il faut te faire un podcast une fois par semaine puis des caoutes là, pour que ça t'intéresse un peu. En fait, le système, il intéresse souvent des profs comme moi, hein, des juristes ou des profs d'éthique ou des membres des conseils exécutifs de ces ordres professionnels. Mais pour vous, ça vous intéresse peu. Résultat, les ingénieurs ou les professionnels qui sont principalement destinés, qui sont les principaux destinataires de ce système, ils ne se sentent pas toujours interpellés par les enjeux pratiques et surtout les enjeux intellectuels de ce système. Et c'est dommage. En fait, c'est plus que dommage, ça devient un problème parce que vous êtes les principaux destinataires, vous êtes les principaux acteurs de ce système, puis ce système vous intéresse peu. Hein? Donc, des enjeux qui sont pourtant au cœur de votre profession et des enjeux qui vous intéressent peu. Évidemment, là, il y a des raisons historiques et structurelles là, qui expliquent aussi ce désengagement et ce manque d'intérêt, mais le fait que ce système intéresse plus des intellectuels comme moi que vous, ça pose problème, notamment parce que ça crée aussi le sentiment que ce système, il est pensé par d'autres, il est compris par d'autres, puis qui vous est imposé par d'autres, malgré vous. Et ça, cette critique d'intellectualisme, là, ça fait aussi partie du problème. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous intéresse pas, mais vous êtes les principaux concernés. Troisième critique, je l'ai intitulée « Corporatisme ». Hein, le corporatisme, rappelez-vous, dans votre histoire des professions, du système professionnel, on a commencé par les premières corporations professionnelles. Hein, ça, c'est cet esprit de corps dans une corporation, c'est très fort. Il ne faut pas oublier notre histoire. Maintenant, vous la connaissez bien. Ça a commencé avec des corporations professionnelles. Puis ces corporations-là, elles étaient là surtout pour protéger leur propre terrain social. Parfois mettre des barrières à l'entrée, protéger les pairs ou les membres. Et au passage, parfois jouer du coude
avec les autres acteurs du système pour se protéger entre eux. Puis ce réflexe d'autoprotection et d'esprit de corps, il n'est jamais bien loin, même lorsqu'on parle d'une profession aujourd'hui. C'est-à-dire que les ordres professionnels, même s'ils ont au cœur de leur fonction la protection du public, ils ont parfois tendance à développer des problèmes typiques là, à la pensée groupale qu'on a vu là, lorsqu'on a vu la pensée de groupe. Puis développer les symptômes qu'on a bien identifiés dans ce module. Ça servait aussi à ça, là. Des symptômes qui sont parfois là au cœur, surtout lors des crises ou précédant des crises propres à votre ordre professionnel. Les symptômes de la pensée de groupe, rappelons-les. Isolement, accroissement des barrières, étanchéité progressive du groupe, une certaine forme de complaisance, quels sont les autres stéréotypes à l'égard d'autrui ou des parties externes, manque d'apport externe, censure, autocensure, renforcement du conformisme, uniformisation par les gardes de l'esprit ou de la vertu, rappelons-le. Donc, corporatisme, c'est la tendance à s'isoler progressivement, la tendance à défendre parfois les membres du groupe, peu importe ce qu'ils font, parfois au détriment des idéaux du groupe. La protection du public, c'est là, ça devrait être ça qui est défendu et non pas les membres du groupe. Vous devez défendre, évidemment, c'est un beau réflexe, défendre les membres du groupe, mais là, ici, c'est défendre les membres du groupe qui défendent les mêmes idéaux que vous, c'est-à-dire la protection du public, et ne pas défendre les autres. Sinon, ça verse dans le corporatisme. C'est l'idée que le groupe défend parfois les membres du groupe, peu importe ce qu'ils font, au détriment de la protection du public. Quatrième critique, je l'ai intitulé « Policiarisation », en emprunt au mot « police » ou « faire la police ». C'est-à-dire que votre ordre, des fois, il est devenu une police. Le contrôle de l'exercice de la profession, c'est sûr que c'est une fonction qui est importante dans vos ordres professionnels, mais malheureusement, parfois par manque de moyens, parfois par manque de ressources. Lorsqu'on manque de ressources et de moyens, les ordres parfois ont tendance à se réfugier derrière les fonctions les plus simples et efficaces, là, c'est-à-dire on n'a pas de ressources, fait qu'on va regarder, on va se réduire à l'essentiel, c'est-à-dire surveiller les membres pour s'assurer qu'ils protègent le public et sanctionner les membres qui s'éloignent démesurément de ces idéaux. Puis le risque ici, c'est le risque, encore une fois, c'est le risque de la perte d'identité, de l'effritement de l'identité professionnelle ou du manque d'engagement des professionnels. Puis ça, c'est normal là, dans un contexte où, imaginez, si les membres ont l'impression que leur ordre, ce n'est que de la police, leur ordre, ce n'est qu'une entité externe qui est seulement là pour surveiller et sanctionner. Mais c'est sûr que, disons que le sentiment d'identité envers son ordre, il s'effrite. C'est compliqué de développer un sentiment d'identité envers un ordre qui ne serait qu'une police qui vous surveille. D'où l'importance de dépasser ce rôle. Policiarisation. C'est la quatrième critique que je vous propose. C'est l'idée qu'un ordre, lorsqu'il est réduit à son rôle de police, peut contribuer à l'effritement de l'identité professionnelle. Et la cinquième critique, ce sera ma dernière critique. Je l'intitulerai « Perte d'autonomie ». On l'a vu dans le cours, notamment lorsqu'on a regardé le module sur l'histoire de la profession. Vous racontez l'histoire de la profession, c'est non seulement parler de vos réussites et de vos ambitions, mais c'est aussi parler de vos erreurs, de certaines errances de certains membres du groupe. Je vous ai raconté l'histoire là, sur 50 ans, mais
la commission Malouf, la commission Johnson, la commission Charbonneau. On a traversé différentes crises, là, hein? Puis lorsqu'on traverse différentes crises, souvent ça se traduit par un resserrement, je dirais, ou un durcissement des contraintes, sinon de l'encadrement. On ajoute des normes, des lois, on accroît la force d'un contrôle externe. Puis lorsqu'on accroît la force d'un contrôle externe, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait au détriment de l'autonomie. Hein? On le fait au détriment de la liberté des acteurs qui sont au cœur du système. Au cours de l'histoire, rappelez-vous, là, on a passé d'un groupe qui se définissait lui-même, qui se donnait lui-même ses règles, qui se donnait lui-même ses idéaux, ses valeurs, qui était constitué d'un regroupement d'individus qui sont libres d'esprit, libres d'action. On a assisté à la naissance d'un ordre professionnel qui, lui, prend de plus en plus de place, qui est de plus en plus non seulement politique, mais juridique, puis qui se résume parfois à un système qui tente d'imposer à des individus qu'ils suivent docilement certaines règles. Voilà ce qui s'est perdu peut-être en cours de route. Hein? Un système qui est devenu un système plutôt normatif, qui laisse bien peu de place à la nuance, qui laisse bien peu de place à l'exercice d'une certaine forme de liberté. Or, cette liberté, elle est nécessaire, hein, rappelons-le. On a parlé du jugement professionnel, mais il n'y a pas de jugement s'il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler d'exercice du jugement professionnel, on le met au cœur. Hein. C'est une expression qu'on va utiliser dans vos ordres professionnels, le jugement professionnel. Mais il ne peut pas y avoir de jugement s'il n'y a pas minimalement un espace de liberté, un espace pour trancher dans certaines zones d'incertitude, notamment pour trancher dans l'incertitude où parfois c'est compliqué de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Asservissement et perte d'autonomie, perte de liberté, c'est notre 5e et dernière critique du système professionnel. 5 belles failles. On a parlé de conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et finalement asservissement et perte d'autonomie. Il y en a d'autres. On les a abordés dans le cours, mais je me permettrai seulement de cibler dans ce podcast ces 5 failles. C'est des failles qui sont normales. Hein? C'est des failles qui sont associées à un système qui a été créé par des humains, hein? Et donc un système qui est faillible. Un système qui est à leur image, avec les mêmes failles, les mêmes biais, préjugés, préconceptions, limitations et problèmes. Impressive. OK, le côté clair de la force maintenant. On a fait le côté obscur. Maintenant, passons au côté clair de la force. Quelles sont les raisons pour justifier l'existence du système professionnel? Hein, je vous ai raconté cette histoire, je vous ai parlé de ce système tout au long du cours et de la session. Vous devriez maintenant être en mesure d'expliquer les forces du système professionnel. Dans le texte de Frankel, toujours le même texte à l'étude, Frankel identifie et recense 8 raisons pour justifier l'existence du système professionnel. Puis ce sont ces 8 raisons que j'aimerais explorer avec vous. Êtes-vous capable déjà de répondre à cette question-là? Si je vous demandais de me donner quelques arguments pour justifier l'existence d'un système. À quoi ça sert? Un système professionnel, ça sert à rien. Un système professionnel, à quoi ça sert? Es-tu capable de répondre à ça? Mais il faut que tu sois capable. Après 12 cours en classe, il faudrait que tu sois capable de défendre minimalement ce système puis de nommer quelques forces du système. Puis si tu as encore de la difficulté, j'ai 8 arguments pour toi pour défendre ce système
professionnel. Le premier, ton système professionnel, il sert à quoi? Il sert à donner ce que j'appelle un ancrage moral. Hein? Ça vous donne ensemble un guide moral commun. Ça vous donne des valeurs communes. Ça donne un sens moral commun. Puis ça, c'est pas rien aujourd'hui. On est dans un système où tout le monde a son propre système de valeurs, son propre petit code moral. Vous savez, on est dans un système où dès qu'on parle de morale, rapidement, le débat est divisé. On parle de radicalisation, de systèmes de valeurs qui s'affrontent. Dans un tel monde, votre système professionnel, il vous donne un guide moral commun. Un guide auquel on vous demande d'adhérer. Et ça, c'est sa première force. Ça vous donne un ancrage moral. Deuxième force, à quoi ça sert ce système? Le système donne au public le pouvoir de contrôler les professionnels. Puis ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que la société, elle a des attentes envers, on le voit, c'est historiquement, ils vous connaissent. Quand on demande au public, c'est sûr qu'ils connaissent mal les autres professionnels, mais en même temps, dans le fond, dans la culture populaire, ils savent que les professions ont une responsabilité différente. Ils savent que vous avez un rôle qui est différent. Ils savent qu'ils ont mis en place des professionnels pour s'assurer que tout ça tienne. C'est-à-dire que on vous met dans des chaises pour être sûr que le pont en question, ça tienne. On va vous donner des millions de dollars pour concevoir un vaccin parce qu'on se dit, si c'est eux qui sont derrière ça, ça va fonctionner. On vous met dans des chaises où vous avez à concevoir un système de paye informatique. On va se dire, puis on se dit, ça va fonctionner. Grâce à eux, si on met des personnes dans ce genre de rôle et responsabilités, ça va fonctionner. Puis si ça ne fonctionne pas, le public veut avoir des comptes, veut qu'on lui rende des comptes. Vous leur avez fait une promesse, la promesse que vous êtes là pour protéger le public. Puis en cas de problème, on veut savoir qui est imputable. À qui je peux me plaindre? Qui est capable de dire « c'est de ma faute si ça tourne mal, c'est de ma faute si ça a mal tourné ». Puis ça, c'est une force du système. Le système a besoin de ça. Le système a besoin d'avoir des personnes en place comme vous qui sont capables de prendre le mérite lorsque ça se passe bien et qui sont capables de dire « c'est de ma faute » lorsque ça va mal. Puis ça donne une impression de contrôle au public et ça fait partie des forces du système. Autre force du système, à quoi ça sert? Le système, il sert aussi à créer des liens sociaux entre vous. Hein? C'est un ordre professionnel, écoutez, c'est un réseau social bien avant le temps. Là. C'est un réseau social au sens propre. Hein? Ça vous permet de tisser des liens entre vous, de collaborer, de partager des expériences, de tenter de résoudre entre vous les mêmes problèmes, de créer des liens entre pairs, de partager un savoir qui peut être pratique et expérientiel. C'est ça un ordre professionnel. Hein? C'est aussi ça. Hein? C'est un lieu pour discuter, débattre, débattre aussi de vos propres valeurs, de l'application, de l'interprétation de vos propres valeurs, sinon de votre code de déontologie professionnelle. C'est un lieu pour débattre des attentes morales à votre endroit, des comportements attendus et exigés. C'est un lieu pour débattre du sens, des idéaux et des valeurs que vous avez placés au sommet de votre ordre professionnel. Donc ça aussi, c'est une des forces du système professionnel. C'est un système qui vous permet de tisser des liens sociaux entre vous, de vous créer une communauté qui vous permet d'exister, de changer et de grandir.
Quatrième force, on est toujours dans cette exploration-là. À quoi ça sert un ordre professionnel? Ça sert à quoi, si vous avez à défendre ça auprès de vos pairs, quelqu'un qui vous dit, ben ça sert à rien, un ordre professionnel, vous pouvez toujours lui répondre, attends peu, attends peu, attends peu. Ça sert à préserver nos propres valeurs. Ça sert à préserver et défendre les valeurs de mon ordre professionnel. Plutôt, j'en parlais un peu sous forme de critique. Au début du podcast, je vous disais, ben, c'est un système qui est lourd, c'est un système qui est conservateur. Ben oui, ça c'est vrai. Ça change très peu, puis c'est un problème. Mais ben, cette lourdeur, je parlais d'une fonction stabilisatrice. C'est aussi une force parce que ça protège certaines valeurs contre une intervention indue des différentes formes d'autorité, que ce soit des interventions politiques, sociales, religieuses, morales. C'est à ça que ça sert, les normes, les lois, quand c'est érigé sous forme de code, ces normes. Imaginez une constitution, c'est ça qui donne de la stabilité. Là. C'est ce qui fait, aux États-Unis, c'est ce qui fait que ça tient en ce moment. Là. C'est qu'ils ont une constitution. Il y en a certains qui vont essayer de challenger ces constitutions et ces institutions, mais c'est ce qui donne une certaine forme de stabilité. Ça donne une certaine forme d'indépendance par rapport à la société. C'est-à-dire que la société change, mais les lois et les normes restent. Hein? C'est-à-dire qu'une fois que c'est consigné dans des lois, dans des codes, dans des constitutions, dans des chartes, une fois que c'est là, sous forme de... Avant, c'était dans le papier, là, mais maintenant, c'est sous forme de normes. Ben, la société, une fois que c'est là-dedans, une fois que c'est consigné dans un code des professions, ben, une fois que c'est là-dedans, ben, la société perd de son emprise sur ce qui est désormais consigné dans ses normes, dans ses lois, dans ses chartes, dans ses constitutions. Puis ça, c'est sûr que c'est frustrant un peu pour la société en se disant, ben, c'est donc compliqué. On veut changer, nous, on veut changer ça. Mais en même temps, ces lois, ces normes, ces règles sont là pour nous rappeler qu'il faut aussi avoir confiance en la sagesse et la prudence de nos prédécesseurs. Puis le code des professions, c'est aussi ça. Hein, pour vous, si on se place dans la perspective de votre ordre professionnel, le code des professions, c'est un socle, c'est stable, c'est nécessaire. Les temps changent, la société change, mais les valeurs et les idéaux de votre profession, elles, ne changent pas. Elles sont inscrites dans ce code. C'est la beauté de la chose, votre profession, vous le voyez, quand on regarde la progression et les changements de votre profession au cours de l'histoire, ça a changé. Hein? Vous êtes désormais beaucoup plus proche de vos employeurs. Vous avez un salaire. Vous avez un contrat de travail, vous leur devez allégeance, vous avez un rôle dans cette économie, vous êtes souvent au service de l'économie, votre identité personnelle se fond parfois avec l'identité de votre employeur, mais les principes d'indépendance et de protection du public, eux, demeurent, puisqu'ils sont enchâssés, ils sont inscrits au cœur de votre code professionnel. Vous êtes des employés, mais vous n'êtes pas que des employés. Hein, le système professionnel, lui, il est toujours là. Il est ce socle qui pointe vers des idéaux qui vous rappellent. Vos prédécesseurs ont jugé bon de consigner dans ces codes que la protection du public sera toujours là. La société peut bien changer, mais ça, c'est là, c'est peut-être ce qui est de plus beau dans votre profession. Et c'est une des plus belles forces du système professionnel. Cette force qui est là, qui vous permet de préserver des valeurs et les idéaux de votre communauté de pairs. Cinquième force, et celle-là est un peu plus simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des codes, des normes, un code de déontologie, ça devient aussi plus facile de sanctionner ceux qui s'éloignent de ces règles et de ces normes. Hein? C'est-à-dire que ça permet de
plus aisément de conclure qu'il y a eu un manquement. Ça, c'est une des forces du système. Ça devient un petit peu plus clair, là, c'est-à-dire qu'il est un peu plus simple à gérer. S'il y en a qui s'éloignent un peu trop des idéaux, ils s'éloignent tellement qu'ils dépassent les normes. Si vous mentez, vous fraudez, vous falsifiez, ben, désolé, là, il va y avoir des sanctions. Si vous faites perdre un contrat à un client parce que vous étiez en conflit d'intérêts, puis là, vous avez décidé de privilégier votre intérêt personnel au détriment des intérêts de votre client, au détriment des valeurs de la profession, ben, si c'est trop important, trop grave, si c'est trop évident, trop sanctionnable, ben, vous allez avoir une sanction. C'est ça qui va se passer. La protection du public, elle est là. Il y a toujours place au jugement, mais en même temps, s'il y a erreur ou errance du jugement, ben, il y aura des sanctions. Puis ça, le système en place, c'est sa cinquième force. C'est un système qui permet de révéler et sanctionner les manquements. Sixième force, ben, le système professionnel permet de s'appuyer sur la solidarité et le soutien des pairs. Ben oui, écoutez, vous êtes nombreux dans vos ordres professionnels. Écoutez, l'Ordre des ingénieurs, sont rendus presque 65 000 membres. C'est beaucoup, beaucoup de personnes comme vous qui sont derrière vous. Hein? Ça fait partie de la force du nombre. C'est ce que j'appelle votre communauté de pairs, que je n'arrête pas de répéter. C'est votre groupe. C'est eux qui sont derrière vous lorsque je donnais l'exemple du conflit de loyauté un peu plus tôt. Quand un patron décide de challenger vos devoirs et obligations envers votre ordre, vous n'êtes pas seul. Hein? Vous pouvez vous appuyer sur pour les ordres des ingénieurs, c'est plus de 60 000 membres, presque 65 000 membres qui sont derrière vous et qui vous disent, ben non, tu as raison de t'opposer. Et si tu t'opposes, on va t'aider, on va t'accompagner, on va te donner les ressources. Si tu as décidé de faire ce geste difficile, on a vu à quel point parfois ce geste est difficile, celui de des fois sacrifier sa propre personne au profit de la santé, de la protection du public, de la sécurité du public, sinon de la paix sociale. On le dit à quel point c'est difficile, mais si vous le faites, ben vous n'êtes plus seul. Vous ne serez plus seul. Et si vous êtes seul, ben c'est le système qui a échoué. C'est peut-être ce qui faisait encore plus mal là, dans l'histoire de Karen Duhamel, là, qui se tournait vers son ordre professionnel pour obtenir de l'aide et du soutien, mais qui n'a rien reçu. Hein? Et elle s'est sentie bien seule. Puis ça, c'est une faille, c'est une faillite même du système professionnel. Non, le système professionnel, c'est sa force. Vous avez la force du nombre, des personnes qui, comme vous, défendent les mêmes idéaux et valeurs. Vous n'êtes plus seul. Et vous devez avoir le soutien de vos ordres. Vous devez avoir l'aide de votre ordre professionnel lorsque cela est nécessaire. Septième force, un ordre professionnel, ça peut permettre aussi de résoudre des conflits entre pairs. Il n'y a pas de consensus. Il y a pas de... Ça reste un petit groupe, là. Il va y avoir ces tensions internes. C'est difficile, mais en même temps, c'est un ordre professionnel pour résoudre des conflits, des tensions, des dissidences entre professionnels. Donc s'il y a un conflit, ça donne un point de départ, puis il va y avoir des conflits, évidemment, différentes façons de concevoir la profession. Hein, vous le voyez déjà dans le cours, là. C'est pas tout le monde qui conçoit la profession de la même façon. On a vu vous irez voir le forum sur les conflits d'intérêts, les cadeaux, ben, on ne s'entend pas de la même façon. Là. Donc ça, il va y avoir aussi ce genre de discussion-là au cœur d'un ordre professionnel. Puis ça, ben, ça prend un lieu pour discuter de ces dissonances-là, une place plutôt un lieu pour discuter des différents sens qu'on peut donner à certaines valeurs, honnêteté, intégrité, c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi que ça veut dire dans un tel contexte? Le jugement professionnel, s'il y a une place pour exercer une forme de liberté, ben c'est sûr que ça va se discuter à l'interne.
si le jugement est allé a dépassé la norme ou pas. Puis cette incertitude-là, on le disait, elle est nécessaire. Le jugement professionnel, il est là, donc ça exige des lieux où on peut discuter de ces zones d'incertitude, de ces façons de résoudre cette part d'incertitude. Et votre système, il est là pour ça, c'est sa 7e force. Un lieu pour résoudre des conflits et tensions entre pairs. OK, la 8e et dernière force du système professionnel, toujours pour répondre à celles et ceux qui douteraient autour de vous de la pertinence d'un système, ça sert à rien tout ça. Ben, ça sert à quoi? Ben, si on cumule l'ensemble de ces 7 premières forces-là, si on les met bout à bout, le cumul de tout ça, ce que ça fait, c'est que ça permet d'accroître, en tout cas de maintenir, sinon d'accroître, au mieux d'accroître la confiance du public. C'est à ça que ça sert le système professionnel. Imaginez un monde dans lequel le public perd confiance envers ses professionnels. Imaginez un monde dans lequel le public perd confiance en la science et ses professionnels en sciences et génie. C'est pour ça qu'il faut le défendre. C'est pour ça qu'il faut parfois critiquer les membres qui s'éloignent un peu du consensus scientifique. Lorsqu'ils dépassent les bornes, les rappeler à l'ordre. Parce qu'à la fin, c'est la confiance du public qui peut être menacée. Là. Et lorsque le système il est efficace, lorsque le système il est bien géré, lorsque les membres sont conformes aux attentes et défendent les idéaux de ces ordres professionnels, ce qui se passe, c'est qu'on a un système qui contribue au maintien de la réputation de la profession, qui contribue au maintien de l'intégrité des professionnels et qui contribue au maintien, sinon l'accroissement de la confiance du public. Ce sera la 8e et dernière force du système professionnel. 8 forces, hein? C'est pas mal pour celles et ceux là, qui douteraient de la pertinence d'un ordre professionnel, du système professionnel en soi, ben, vous serez capable de leur répondre. Attends, ça sert à rien, j'en ai plein des façons de te démontrer que ça sert à rien. J'en ai 8 et les voici. Vous allez pouvoir leur dire, sinon, ben, vous réviserez et réécouterez cet épisode sur la critique et la défense du système professionnel. Vous avez quelques bonnes raisons pour défendre ce système. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce module 12. Bonne étude, déjà, ça s'en va, on se dirige vers l'examen, bonne fin de TP2. On se revoit pour nous, on se revoit déjà demain, mardi, en classe. On va réexplorer ces thèmes, ces enjeux. J'ai aussi prévu un beau petit caout là, en fin de cours demain. Ça va être un caout récapitulatif sur les derniers modules pour vous permettre d'évaluer où vous en êtes dans votre étude. Ça va être un caout récapitulatif là, sur les 12 modules du cours éthique et professionnalisme. Demain en classe, on va faire aussi nos adieux. Hein? D'ailleurs, c'est notre dernier podcast ensemble. Là. C'est là qu'on se laisse. Là. C'est toujours un moment émouvant pour moi de vous laisser parce que je vous rencontre un bien beau moment dans votre vie. Écoutez, vous êtes là où vous êtes en ce moment, mais c'est surtout un moment dans votre vie où je vous croise, où vous êtes en train de devenir des adultes, hein, c'est-à-dire être libre et responsable. C'est un moment dans votre vie où vous avez décidé de devenir ce que vous souhaitez être. Puis ça, c'est beau à voir, puis c'est le fun de vous croiser dans ce contexte. Allez, je vous laisse. On se revoit pour plusieurs demain, donc, pour cette analyse critique du système professionnel, puis demain aussi pour cette conclusion du cours éthique et professionnalisme et pour nous faire nos adieux en bonne et due forme. Sinon, on se revoit à l'examen. Allez, bye bye.
Ah ben oui, c'est vrai, ça va prendre un dernier indice. Ça va être quoi l'indice? Ben, on va se dire bye-bye. Écrivez-moi, puis dites-moi juste bye-bye. Ça sera le dernier indice. Allez, bonne fin de session.